Oui, c'est bon. Bon. Alors, juste un petit mot pour vous saluer tous. Déjà, vous dire que on vous remercie, Adeline et moi, de votre présence. Pensez bien à couper vos micros. Donc, on est réunis ce soir pour une séance spéciale de notre café hebdomadaire qui a donc été exceptionnellement avancé du vendredi au mardi. Il n'y aura donc pas de séance vendredi. Et ce moment, on va le passer avec coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc, couper les micros, ça veut dire que vous coupez votre micro. Et donc, ce moment, on va le passer avec Adeline Lacroix, qui est docteur en sciences cognitives, psychologie et neurocognition, et qui nous a déjà fait le plaisir de participer à certains cafés du vendredi, mais qui est aujourd'hui notre invitée pour nous parler du livre qu'elle vient de publier chez UGA Éditions, donc la maison d'édition de l'Université Grenoble-Alpes, et livre qui s'intitule Autisme au féminin, avec comme sous-titre Approche historique et scientifique, regard clinique. Je le dis tout de suite, pour moi, c'est un ouvrage important. C'est le livre qui manquait sur l'autisme au féminin, parce que en un peu moins de 300 pages et dans un style très clair, c'est un livre qui offre une synthèse à la fois simple, accessible et puis d'une grande précision, adossée à un travail scientifique considérable, donc qui offre une synthèse que je trouve remarquable. Et donc, on va commencer par laisser la parole à Adeline, et pour que tu te présentes, que tu présentes ton parcours si tu le souhaites et ton livre. Et puis, je te poserai quelques questions et je vous laisserai ensuite poser vos questions à Adeline ou lui faire part de vos réflexions oralement ou par écrit, comme vous préférez. Adeline, quand tu veux. Eh ben, merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire ça. C'est un exercice nouveau pour moi, donc je ne sais pas, ça sera, enfin voilà, on verra comment ça se passe, mais je suis en tout cas ravie de le faire. Merci aussi pour tes commentaires très positifs sur le livre, ça me touche beaucoup. Et donc voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui un petit peu voilà, de moi et de l'histoire du livre. Et puis après, oui, on pourra échanger, enfin, vous pourrez partager aussi vos propres impressions, enfin, tout ce que vous voulez. Moi, je suis intéressée par tout. Donc, comme je disais, je n'ai pas préparé énormément de choses. Juste, voilà, j'ai fait une petite diapo pour parler un petit peu de qui je suis. Donc, moi, j'ai eu un parcours assez sinueux dans mes études, mais j'ai eu plutôt une scolarité, on va dire, ordinaire, dans le sens où je m'en sortais bien à l'école. Je n'ai pas eu de problèmes spécifiques dans ma scolarité. Donc voilà, j'étais sage, je faisais mon travail correctement et je ne posais pas vraiment de problèmes. J'étais plutôt très inhibée et mes problèmes se situaient plutôt à l'extérieur, enfin, euh, pas en classe, mais plutôt, voilà, comme je pense la plupart d'entre vous, en dehors du contexte de la classe, c'est-à-dire plutôt à la récréation ou ce genre de choses, où là, c'était parfois compliqué de se faire des amis, d'être en contact avec les autres, etc. Euh, donc voilà, mais en tout cas, donc j'ai commencé par faire dans mes études supérieures, j'ai fait une école d'art et puis une école d'ingénieur, mais ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi. Alors j'ai été complètement dans une autre direction où j'ai fait une école plutôt axée sur l'art et l'organisation d'événements culturels. Et là, même si le côté artistique me plaisait beaucoup, j'avais aussi des difficultés pour gérer tout ce qui était il y avait beaucoup de choses de communication, de choses comme ça, donc ça ne me convenait pas. Et j'ai fait ma dernière année d'études à Malte où j'ai commencé à enseigner à des enfants réfugiés, mais en individuel. Et je trouvais que c'était, enfin, ça m'intéressait et l'enseignement, ça m'avait toujours un petit peu plu. En fait, j'aimais bien expliquer les choses aux autres. Je le faisais avec la meilleure amie que j'avais au collège aussi, surtout avec les maths parce que c'était ce que j'aimais faire. Et du coup, comme en plus le monde des adultes me semblait assez compliqué, je me suis dit, je pourrais faire professeur des écoles, je pourrais enseigner, je resterai avec des enfants, ça sera plus facile pour moi. Et donc voilà, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles.
Donc, dès les premières fois où j'ai été en classe, même sans participer, enfin même sans enseigner, je trouvais ça extrêmement fatigant parce qu'on est quand même toujours dans un certain bruit, même dans les classes calmes. Il y a toujours le bruit des feuilles qui tournent, des stylos, et que je trouvais beaucoup plus fatigant en tant que prof, encore plus fatigant en tant que prof qu'en tant qu'élève, où je pense que ça me fatiguait moins à l'époque. Mais en tant que prof, comme on a beaucoup de choses à gérer en même temps, puisqu'on doit gérer notre cours, on doit gérer des interactions entre les élèves. Du coup, ça me fatiguait énormément. Mais je me disais, c'est le début et en fait, ça va aller. Mais au fil du temps, ça ne s'améliorait pas. Et puis, j'ai fait assez rapidement enseignante spécialisée, d'abord en institut médico-éducatif, donc là où j'ai travaillé un peu avec des enfants autistes, entre autres, mais pas que. Et ensuite en SECPA. Et j'ai été dans l'enseignement spécialisé parce que dès le début, c'était ce qui m'intéressait quand même quand je suis devenue professeure des écoles. Ça m'intéressait d'être avec des plus petits groupes, ça m'intéressait d'être avec des personnes en difficulté scolaire parce que je me sentais plus proche d'eux, même si moi, je n'avais pas eu spécifiquement de difficultés. Il y a un petit bruit dans mon ordi, mais je ne sais pas si... Ah oui, c'est bon. Non, c'est pas grave, pardon. Et donc, voilà, donc je me suis sentie mieux dans l'enseignement spécialisé, mais malgré tout, j'avais toujours cette importante fatigue et qui s'accentuait en fait au fil du temps, jusqu'à ce que je fasse une sorte de burn-out, quoi, où ça allait plus du tout et où j'en venais même à me dire que voilà, je souhaitais avoir un accident pour que tout ça s'arrête parce que je ne voyais pas comment les choses pouvaient s'arrêter, comment je pouvais m'en sortir. Et puis au final, j'ai été voir une psychologue à cette époque spécialisée dans l'autisme. Et, et elle, donc elle accompagnait que des enfants jusqu'à présent, mais elle a accepté de me recevoir, ce que je lui ai dit, ben voilà, j'ai pas je ne suis pas autiste, mais à l'époque, j'avais eu aussi on m'avait dépisté comme haut potentiel, donc et à l'époque, je lisais un petit peu des choses sur le sujet, je voyais que les personnes au potentiel pouvaient avoir des difficultés de communication, ceci, cela, choses qui ne sont pas vraies, mais c'est ce qu'on pouvait lire et ce que j'ai cru du coup pendant un moment. Donc, je lui ai dit, je ne suis pas autiste, mais j'ai des difficultés qui s'y apparentent. J'ai été dépistée comme étant au potentiel, donc peut-être que vous pourriez m'aider. Et donc, elle a accepté de me rencontrer, puis j'ai commencé un accompagnement avec elle, et c'est là qu'elle m'a dit que si, elle pensait que en fait, que j'avais bien un syndrome d'Asperger, et c'est à partir de là que j'ai entamé une démarche diagnostique du coup plus officielle, quoi. Mais du coup, ben, ça a été des années clés de 2012 à 2014 parce que c'est là que j'ai fait toutes ces démarches et c'était vraiment un moment où je sombrais et ça m'a permis de voir les choses différemment parce que moi, en fait, bon, j'avais ces difficultés dans mon travail, mais j'avais aussi des difficultés dans ma vie personnelle, au niveau ben voilà, de mes relations, où je voyais bien que ben, j'avais eu une meilleure amie quand j'étais jeune, mais je n'avais pas plus de meilleure amie depuis longtemps, alors que je voyais bien que souvent les autres personnes de mon âge, ben, ils avaient souvent des amis qu'ils appelaient régulièrement, etc. Moi, ça m'épuisait de voir des gens dans mes relations amoureuses, ça pouvait être compliqué aussi. Donc, il y avait tout un tas d'autres difficultés extérieures et qui s'accumulaient en fait depuis très longtemps que j'ai jamais comprises. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre un certain nombre de choses et puis un peu de m'accepter, enfin, parce que avant, je me disais toujours, ben voilà, enfin, t'es nul parce que ceci, enfin, parce que tu n'arrives pas à faire comme les autres, parce que tu comprends pas les autres, parce que, enfin voilà, qu'est-ce qui cloche chez toi, enfin, ce genre de phrases que je pense beaucoup de personnes ici peut-être se sont dit à un moment ou à un autre. Et donc voilà, j'avais une très mauvaise estime de moi et ce diagnostic, au final, ça m'a permis de me dire, ben, finalement, peut-être je suis pas nulle, peut-être que j'ai une manière de fonctionner différente et qu'elle n'est pas forcément
moins bien que celle des autres. Parce que, ben, voilà, on attend en général que les gens soient comme ci ou comme ça, mais finalement, être différent, c'est pas forcément moins bien. Et, et donc, voilà, et j'ai repris un peu les choses en main. J'ai pu avoir un temps partiel dans mon emploi et je me suis dit, bon, de toute façon, il faut absolument que je change. Et comme ça me plaisait quand même de travailler avec les enfants, je me suis dit que je pouvais peut-être reprendre des études pour alors soit être enseignant spécialisé, on va dire, à domicile, ou soit être psychologue ou neuropsychologue. Et puis, en même temps, j'avais la recherche qui m'intéressait beaucoup, quoi. Donc, je commençais à lire beaucoup d'articles de recherche, notamment sur les femmes autistes. Et, euh, et donc, voilà. Donc, j'ai repris des études. Il y a un micro qui n'est pas coupé. Hop. Euh, Oups. Ah, pardon. Hop. Et donc, j'ai repris des études de psychologie par correspondance. Et puis, j'ai finalement, donc j'avais rêvé un peu de faire une thèse en psychologie et neurosciences, tout en ne sachant pas si je pourrais y arriver parce que je sais que c'est difficile d'avoir un financement, etc. Et finalement, ben, j'ai eu la chance de pouvoir parvenir jusque-là aussi parce que j'ai rencontré un directeur qui m'a fait confiance, qui m'a encadré avec une autre personne qui m'a aussi fait confiance, qui lui a fait confiance et du coup qui m'a fait confiance. Et, euh, et, et donc voilà, maintenant donc j'ai pu travailler sur l'autisme, j'ai travaillé sur le cerveau prédictif et la perception visuelle des personnes autistes. Et, euh, et j'ai travaillé notamment sur les différences liées au sexe dans ce cadre-là. Et maintenant, je suis en ce qu'on appelle post-doctorat, donc j'ai un CDD, et là, je travaille sur la participation, donc en gros, un petit peu l'inclusion scolaire et sociale des enfants autistes. Et donc, mon intérêt pour la recherche sur les femmes autistes, ben, il a toujours été là. Puis, j'ai lu depuis, on va dire, voilà, mon diagnostic, donc 2014 jusqu'à aujourd'hui, plein d'articles sur les femmes autistes. Et moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais vraiment gênée parce que je voyais des choses sur Internet, mais je n'arrivais rien à trouver de scientifique. Et c'est pour ça que, enfin, en tout cas, pas de manière vulgarisée. Il n'y avait pas justement un livre qui parlait des femmes autistes de manière scientifique. Il y avait des témoignages, etc. Mais il n'y avait pas, il y avait rien d'autre, quoi. Et moi, j'étais gênée parce qu'on entendait des choses comme quoi les femmes autistes camouflaient mieux, ceci, cela. Mais je me disais, quelles sont les preuves de ça? Est-ce que je suis bien autiste? Parce que quand même, les enfants autistes que je voyais à l'école, ils avaient quand même plus de difficultés que moi. Donc je me posais beaucoup de questions. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup lu pour essayer de pouvoir répondre à ces questions. Et puis, je me suis dit, ben voilà, en fait, il faudrait pouvoir apporter toutes ces connaissances qu'on a dans la recherche au plus grand nombre, quoi, pour qu'il y ait voilà, des connaissances qui s'appuient un petit peu plus sur l'évidence scientifique. Donc, j'ai eu cette idée de livre assez rapidement, mais avec mes études, je n'ai pas pu la mettre en œuvre tout de suite. Et puis, jusqu'au début de ma thèse, où là, le fait est que j'en ai discuté avec quelqu'un. Et puis, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Cette personne, elle était éditrice. Et donc, c'est un petit peu ça qui m'a dit, allez, peut-être qu'il y a des possibilités. Et puis, j'avais déjà écrit des choses sur le sujet. Donc, je me suis dit, allez, je vais commencer ce projet-là, donc en écrivant les week-ends. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'était du coup de faire un livre qui permette d'avoir, donc en fait, ce qui se trouve dans ce livre, c'est à la fois le côté historique, définition, parce que pour moi, c'était important de revenir sur l'histoire des descriptions de l'autisme, parce qu'il il y a eu, enfin récemment, on a redécouvert les écrits de Soukareva. Donc, je ne sais pas, je pense que vous en avez tous entendu parler, mais pour résumer, Grunia Soukareva, c'est une médecin russe
qui, dans le milieu des années 20, en fait, a fait des descriptions de jeunes enfants, donc elle n'a pas appelé autistes, puisque le terme n'existait pas à l'époque, mais dont les caractéristiques étaient très proches de celles qui ont des caractéristiques des enfants qui ont été décrits par Asperger. Et donc, elle a décrit les garçons, puis l'année d'après, elle a fait un autre écrit en décrivant que des filles, en disant, ben voilà, je pense que ces filles, elles ont le même trouble que le trouble que j'ai décrit l'année dernière pour les garçons, mais que ça s'exprime un peu différemment parce que ce sont des filles. Et en fait, c'est une vision très avant-gardiste, mais qui a eu que peu d'écho après. Et en plus de ça, on a probablement les premières descriptions scientifiques de l'autisme avec Grunia Sokareva. Donc, je trouvais important de revenir sur cette histoire. Et puis, de revenir sur les définitions, de s'interroger sur ce que c'est que l'autisme, parce qu'on a aussi cette notion de spectre avec l'autisme finalement, enfin les troubles du spectre de l'autisme qui sont quelque chose de très large, donc c'est quelque chose qui a eu plein d'avantages, mais en même temps qui peut interroger sur quelles sont les limites du spectre, etc. Et donc, je trouvais important de pouvoir parler de ça et puis de l'aspect biais de genre, parce que voilà, il y a quand même des recherches qui montrent que selon qu'on soit une fille ou un garçon, on n'est pas perçu de la même manière. Il y a une recherche dont je parle dans le livre et que je trouve vraiment intéressante, c'est une recherche qui a été menée auprès d'éducateurs dans les écoles et on leur demande, en fait, on leur donne une description, on leur donne des descriptions d'enfants et dans ces descriptions, il y a des descriptions d'enfants autistes ou qui ont d'autres troubles ou qui ne sont pas autistes. Ou, voilà. Et il y a des descriptions pour l'autisme, il y a des descriptions de ce qu'ils appellent le phénotype masculin, donc une description de l'autisme assez classique. Et il y a des descriptions de l'autisme dit féminin, donc avec un phénotype féminin, donc avec un phénotype un peu plus masqué, on va dire, avec des caractéristiques un peu moins visibles, une personne en fait qui va avoir un peu plus de relations avec les autres, des intérêts un peu plus acceptables, etc. Et en fait, quand il présente cette vignette clinique, cette description avec un prénom de garçon, les éducateurs, en général, ils vont dire que l'enfant est probablement autiste et qu'ils le référeraient probablement à un médecin, ou etc. Et quand c'est une fille, enfin, quand c'est la même description, mais avec un prénom de fille, eh bien, il diagnostique beaucoup moins l'autisme chez l'enfant et il référerait moins l'enfant à un médecin. Donc, ça montre bien qu'il existe en plus des différences de traitement en lien avec le genre. Donc, tout ça, c'est un peu ce dont je parle au début. Puis, je parle aussi du sexe ratio, du fait de est-ce qu'il existe plus d'hommes que de femmes autistes ou est-ce qu'on a quelque chose qui est à peu près équivalent? Parce qu'il y a des médecins qui m'ont interrogée, qui m'ont dit, mais moi maintenant j'ai presque plus de femmes qui me demandent un diagnostic que d'hommes et je me dis que finalement il y a autant de femmes que d'hommes autistes. Alors j'essaye de décortiquer un peu cette question, même si ce n'est pas évident parce qu'en fait, pour un certain nombre de raisons, génétiques, hormonales, etc., on peut penser qu'il y aura quand même plus d'hommes que de femmes autistes. Et puis en même temps, on peut se demander si ces raisons, elles font finalement qu'il y a des symptômes différents, mais est-ce que ces symptômes différents ne sont pas l'expression de l'autisme chez la femme? Enfin, il y a plusieurs choses qui se mélangent et du coup, ça rend les choses un petit peu complexes. Donc, j'essaye d'en parler et c'est vrai que parfois, dans le livre, il y a plus de questions qui restent que de réponses, parce qu'il faut être honnête, en fait, et reconnaître aussi les limites de nos connaissances actuelles. Donc, on a plein de pistes, mais on a encore toute une étendue de connaissances à construire. Et puis enfin, la plus grande partie du livre, elle est basée sur... Enfin, l'idée, c'est de décrire les caractéristiques des femmes autistes, de comparer ça par rapport aux hommes autistes, donc aux jeunes filles, aux femmes, aux garçons, aux hommes, pour voir ce qui est semblable. Et donc, il y a les caractéristiques de l'autisme restent les mêmes, mais il y a quand même des différences qu'on retrouve. Donc, pour voir quelles sont-elles, comment on a mesuré ça, en fait, et
et qu'est-ce que ça implique voilà, pour ces femmes autistes. Et puis, ce qui était important pour moi aussi avec ce livre, c'était de pouvoir avoir une triple approche, donc scientifique déjà, parce que pour moi, c'est vraiment la base et c'est très important pour moi de pouvoir apporter justement l'état actuel des connaissances, des recherches qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc, j'essaye de la rendre accessible en expliquant comment on fait pour avoir une recherche, enfin, comment on fait pour faire une recherche, comment on fait pour analyser les résultats, est-ce que toutes les recherches se valent ou non, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut faire attention lorsque on lit des résultats, en fait, qu'est-ce qui peut biaiser les résultats dans un sens ou dans un autre ou nous induire en erreur. Donc, j'essaie de donner un peu ces clés de lecture. Et donc voilà, en apportant donc l'état des connaissances, mais avec précaution. Mais je trouvais quand même important, même si ce n'est pas une preuve scientifique, mais d'avoir un regard à la fois qui soit clinique, donc des professionnels qui voient des personnes autistes tous les jours, et puis de professionnels variés, parce que il y a les psychiatres, il y a les psychologues, mais il y a plein d'autres professionnels qui peuvent être en contact avec des personnes autistes ou travailler avec des personnes autistes. Donc, j'ai essayé, même s'il y a une majorité de psychiatres et de psychologues, j'ai essayé d'ouvrir aussi à des orthophonistes. Il y a Louise qui a participé, à des ergothérapeutes, il y a une père aidante, il y a une assistante sociale. Donc voilà, il y a différents types de professionnels. Et puis, bien sûr, je trouvais important d'avoir une partie de témoignage parce que j'aurais pu parler juste de moi d'un point de vue témoignage, mais je trouve que c'est pas très pertinent en fait de parler que d'une personne parce que chaque personne autiste peut être différente et j'avais vraiment envie de faire entendre plusieurs voix et puis des voix de personnes qui ont eu un diagnostic des fois très précoce, d'autres un diagnostic tardif. Voilà, des voix de personnes différentes, quoi, parce que pour moi, cette diversité, elle est importante parce qu'on voit aussi que même si chaque personne est différente, on retrouve des similitudes, quelle que soit la trajectoire ou l'âge de diagnostic de la jeune fille ou de la femme autiste. Donc voilà, en fait, l'idée un petit peu de ce livre, en gros. Donc, je ne sais pas si, voilà, je sais pas si, Hélène, peut-être tu as des questions déjà à poser. Je pense que j'ai décrit un petit peu, mais je peux aller plus dans le détail s'il y a des choses qui peuvent être, qui ont besoin d'être plus précisées. Et voilà. Merci beaucoup. Oui, moi j'ai des questions, bien sûr, j'en ai plein, mais je ne vais pas toutes les poser parce que je voudrais que les autres puissent s'exprimer aussi, évidemment. Donc, mais je vais quand même t'en poser quelques-unes. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation très très claire et ce récit personnel d'abord qui m'a beaucoup touchée et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Bon, il y a évidemment de grandes ressemblances entre ce que tu décris de ton parcours, de ton évolution et puis ce que moi j'ai pu connaître. Par exemple, moi et de nombreuses personnes autistes que j'ai côtoyées ces dernières années. Et donc déjà, merci pour ça et pour cette présentation très claire de ton projet. Peut-être juste d'abord une toute petite question sur ton diagnostic. Est-ce que donc l'historique que tu racontes il est assez fréquent, enfin ça a été le mien aussi, c'est-à-dire HPI, et puis il y a quelque chose enfin chez moi c'était ça, quelque chose qui manque, enfin le HPI n'explique pas tout, loin de là. Et là, après, à la faveur par exemple d'une rencontre, d'une lecture, etc., on va comprendre qu'il y a le HPI, certes, mais qu'il y a aussi autre chose. Et est-ce qu'il y a malgré tout, alors tu dis, tu fais le constat qu'il n'existait rien de scientifique sur la question de l'autisme féminin. Est-ce qu'il y a quand même des lectures à l'époque où tu n'étais pas encore diagnostiquée, des lectures ou peut-être, je ne sais pas, des films, des documentaires, des supports qui ont contribué à te mettre sur la voie? Ou est-ce que tout est vraiment venu de cette thérapeute que tu as rencontrée et qui t'a dit, mais si, en fait, vous êtes autiste En fait, c'est marrant parce que j'arrive pas vraiment à me souvenir ce qui m'a mis sur la voie.
Je pense que, parce qu'effectivement, voilà, j'avais eu ce diagnostic entre guillemets d'HPI et pour moi, ben, comme tu le disais exactement, ça n'expliquait, ça expliquait pas tout, voire ça expliquait rien parce que voilà, effectivement, c'est pas comme d'ailleurs, j'ai voulu revenir là-dessus dans le livre parce qu'il y a parfois une confusion entre HPI et autisme. Donc même si on dérive un peu de l'autisme au féminin, enfin, je parle de l'autisme au féminin dans ce cadre-là aussi, mais j'ai reparlé de cette différence enfin, entre HPI et autisme et la confusion que des fois on peut avoir, quoi. Mais, mais du coup, j'arrive pas à me souvenir. J'ai vu des choses sur l'autisme et le syndrome d'Asperger. Je sais qu'il y avait eu des émissions, enfin, oui, un peu des émissions comme le cerveau d'Hugo. Enfin, c'est plus ou moins un documentaire. Donc, j'avais vu ça. Oui, c'est un Pardon? docu-fiction, je crois, non? Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a une Comment- petite histoire et des aspects documentaires. Il y avait aussi, en fait, à l'époque, je ne voulais pas trop lire sur le sujet parce que je me suis dit, ben voilà, si je fais un diagnostic, peut-être ça va biaiser enfin, voilà, ma manière de voir les choses. Donc, je ne voulais pas trop. Donc, je ne sais plus dans quel ordre j'ai lu les choses, mais je sais qu'en tout cas, après, enfin, quand la psychologue, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué. Peut-être ça, je pense que je l'ai lu avant mon diagnostic, mais c'est le livre de Gunilla Gerland, une personne à part entière. Alors, même si je n'ai pas du tout son histoire familiale, parce que bon, moi, j'avais enfin, une famille très sereine, mais par contre, il y a énormément de choses qui m'ont parlé, mais ça a été vraiment poignant, ce livre, quoi, beaucoup plus. Alors, j'ai lu le livre de Rudy Simon aussi, et je ne sais plus si c'était avant ou après mon diagnostic, on va dire, officiel. Mais oui, je crois que c'était avant aussi, parce que j'avais repéré des choses dans le livre. Mais ce livre dont on a beaucoup parlé, mais il me gênait parce que j'avais l'impression que voilà, tout le monde pouvait un peu se retrouver dedans. Donc, en même temps, je me retrouvais sur certains aspects, puis en même temps, je me disais, oui, mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment spécifique à l'autisme? Donc, bon, je ne savais pas trop. Mais voilà, il y a eu quelques trucs comme ça. J'ai regardé aussi peut-être 2, 3 choses sur YouTube. Et après, voilà, je me suis surtout mis beaucoup plus à lire après. Mais effectivement, il y a eu en tout cas ces 2 livres. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Parce que dans le parcours de nombreuses personnes autistes, il y a eu une lecture ou le visionnage d'un documentaire ou d'un film qui a pu servir de levier. Donc, c'était ma question. Moi, j'ai lu, par exemple, le Rudy Simon et le Julie Daché. Et bon, le Rudy Simon, moi, il m'a fait une impression très violente parce que c'était pratiquement la première chose que je lisais sur l'autisme. Et pour le coup, je me reconnaissais vraiment beaucoup, tout en voyant qu'il y avait quand même un problème de scientificité dans ce livre-là. Donc, ce livre, moi, je m'en souviens très bien. Je me souviens parfaitement du jour où je l'ai lu parce qu'il a vraiment changé quelque chose pour moi. Après, je l'ai mis à distance. Voilà, mais d'accord. Et Merci beaucoup. il y a eu aussi, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai été sur le forum Asperanza aussi. Oui, Et voilà. là, j'ai commencé à échanger un petit peu avec des gens, et justement avec Julie, qui à l'époque venait d'avoir, enfin, je ne sais même pas si elle avait déjà son diagnostic, enfin, c'était bien avant, du coup, la différence invisible. Et donc, voilà, c'est en échangeant aussi avec des personnes, donc avec Julie, avec Magali Pignard, je ne sais pas, enfin, peut-être certains la connaissent, mais qui est devenue maintenant une très bonne amie, mais voilà, où je me suis aussi posé des questions, puis j'alternais entre oui, c'est évident ou non, c'est pas possible. Et voilà. Ouais. Alors sur ton livre maintenant, parlons un peu de ton livre. Ton livre repose notamment sur le constat, sur un double constat, celui d'une sous-représentation des études sur les profils féminins dans les recherches sur l'autisme et les représentations de l'autisme aussi, et le constat d'une évolution, tu dis, dans les 10 dernières années. À quoi est due cette évolution, selon toi? Qu'est-ce qu'il y a qui est en train de changer du côté de la vision des femmes autistes, vision grand public, mais vision aussi du côté des chercheurs depuis 10 ans?
C'est un point qui m'a intéressée. Ouais, qu'est-ce qui est le déclencheur de ça? C'est vrai que je sais pas ce qui a déclenché ça depuis une dizaine d'années. En tout cas, je pense que peut-être qu'il y a un mouvement, enfin, moi, une des choses qui m'intéresse aussi, c'est peut-être qu'il y a un mouvement aussi déjà plus global de s'intéresser un petit peu plus aux femmes en santé, en médecine et dans plein de domaines, parce que finalement, on voit que les femmes, elles ont été largement oubliées dans plein de recherches. Alors, pas toujours en psychologie, parce que souvent, quand on fait des études juste en psychologie à l'université, on les fait sur les étudiants, et les étudiants, c'est beaucoup des femmes, donc là, il y a un autre biais. Mais en tout cas, en recherche, même sur les médicaments ou sur certaines maladies, ben voilà, enfin, les médicaments, les femmes, elles sont exclues parce que, bon, elles ont des variations hormonales trop importantes, parce qu'elles peuvent être enceintes, c'est un petit peu pénible à étudier les femmes. Alors, on préfère du coup les exclure et puis se dire, bon, la femme, c'est un petit peu un homme en miniature et puis on ajustera, quoi. Mais du coup, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'effets secondaires chez elle, etc. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites à peu près dans les années 90 de beaucoup plus inclure les femmes dans les recherches. Et, euh, et après, je ne sais pas pour l'autisme, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce qu'il y a eu quand même voilà, des personnes qui, ben voilà, Grunia Sukareva, elle avait eu des suspicions depuis voilà, les années 20. Ensuite, on a déjà aussi dans les années 80-90, Lorna Wing qui commence à parler de ce genre de choses, mais on ne s'y intéresse pas plus que ça et je me demande ce qui a été le déclencheur. Peut-être le fait que on a quand même, donc le spectre s'est élargi, on a diagnostiqué de plus en plus de personnes qui parlaient mieux et peut-être dans les personnes qui ont parlé, il y a eu notamment Temple Grandin qui a parlé de son histoire, il y a eu Donna Williams et peut-être c'est des personnes qui ont contribué à déjà mieux reconnaître les femmes, je ne sais pas. Peut-être effectivement à travers des personnalités Ouais. féminines particulièrement fortes ou admirables. Oui, oui, c'est une vraie question hein, que je me Oui, pose à c'est moi une aussi. très bonne question, hein, vraiment. Et c'est intéressant, c'est vrai. Ouais, c'est Oui. vraiment une très bonne question. À voir. Alors, il y a une question connexe. Peut-être pour le chat, on le regardera plus tard. Donc, ne posez pas Oui, vos moi, questions. j'arrive pas à regarder en Non, même non, temps. non, Je suis non, mais tu désolée, n'as hein, pas à le faire, je le ferai pour toi. Ne les posez pas maintenant, peut-être. Posez-les au moment où on ouvrira la discussion plus largement, parce que je risque de ne pas pouvoir en tenir compte, parce que les questions vont s'accumuler. Voilà. Et par ailleurs, bon, toutes les questions ne pourront pas être prises en compte, faute de temps, d'une part. Et sur les questions que j'ai déjà entrevues, il y en a plusieurs qui ont leur réponse dans le livre d'Adeline. Et donc, pour celle-là, on n'en parlera peut-être pas parce qu'on est là pour parler non pas de l'autisme, mais du livre d'Adeline. Voilà, donc d'avance, pardon, si je ne tiens pas compte ou pas suffisamment de vos questions. Sur cette question de l'oubli des femmes, tu as dit les femmes ont été oubliées. À propos de ton chapitre 1 et de ton chapitre 2, donc pour les personnes qui sont ici, qui n'ont pas forcément le plan du livre en tête, le chapitre 1, c'est historique et définition, et le chapitre 2, c'est existe-t-il autant de femmes que d'hommes autistes? Et dans ton chapitre 1, tu montres notamment que le repérage et l'accompagnement des femmes autistes souffrent de biais, en fait, depuis le début. Et au fond, peut-être depuis Sukareva, depuis le problème Sukareva, si je puis dire, qui a été la pionnière en matière de description de l'autisme et dont les travaux ont été effacés consciemment ou non, volontairement ou non, bon, bref, par Kanner, par Asperger, voilà. Et puis dans ton chapitre 2, tu t'attelles à démêler la pelote enchevêtrée qu'est la question de la prévalence respective de l'autisme chez les hommes et chez les femmes. Tu fais la part des facteurs génétiques, pardon, hormonaux, environnementaux au sens large dans cet écart. Et ces deux chapitres-là, ils apportent un rééquilibrage très précieux, scientifique, dans des questions qui sont souvent abordées d'une manière extrêmement subjective, voire passionnelle. Et qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui n'est pas moi, mais quelqu'un qui te demanderait si la question de l'autisme féminin n'est pas à mettre en rapport avec une question historique, sociale,
et politique beaucoup plus large qui est l'effacement des femmes. Et donc, notamment des femmes autistes, mais aussi des femmes qui travaillent sur l'autisme. Exemple, Soukareva. Est-ce que l'un des problèmes de fond de l'autisme au féminin et de l'étude de l'autisme au féminin, c'est pas qu'on vive dans des sociétés qui ont effacé et qui effacent encore beaucoup les femmes? Ah, oui, moi, je pense que c'est en partie, enfin, on ne peut jamais dire si c'est à 100% ça, mais je pense que c'est quand même en grande partie ça, hein, parce que ne serait-ce que Soukareva, en fait, finalement, on voit que dans des écrits ultérieurs, Kanner, il cite quand même certains travaux de Soukareva. Donc, alors, soit il en a eu connaissance qu'après, soit il a, comme tu dis, peut-être sciemment, délibérément pas cité sa prédécesseur avant, je ne sais pas. Et effectivement, pour le fait qu'il ne soit réapparu que si tardivement, enfin, pour moi, effectivement, il y a vraiment, véritablement un effacement des femmes et de leurs travaux. Enfin, je veux dire, c'est très clair, même dans le plan. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des sciences, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été soit découvertes par les femmes, ou, dont les femmes, ou pour lesquelles les femmes ont une contribution énorme. Et c'est en général un homme qui récolte des lauriers dans ce cas-là. Donc, voilà. Et après, effectivement, on s'intéresse. Enfin, je pense qu'on est quand même dans une société qui s'intéresse beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes, hein. On a nous, les problèmes enfin, les problèmes des femmes, d'ailleurs, ils sont un peu invisibilisés par rapport aux choses qu'on peut parfois subir. Si les hommes devaient subir ça, on aurait vite trouvé une autre solution, quoi. Enfin, je, Oui. je peux vite dériver, quoi, mais c'est vrai que ne serait-ce que par rapport par exemple, à la contraception, où on voit que les femmes, elles sont fertiles juste quelques jours par mois, mais c'est elles qui doivent prendre un contraceptif tout le mois, alors que les hommes qui sont fertiles tout le temps, bah, eux, il n'y a pas, pas de problème. Alors, ça est en train d'évoluer, mais c'est vrai que c'est fou comment... enfin, il y a quand même une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Donc oui, je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose de Et ça ça. concerne ton premier chapitre sur historique et définition, donc l'historique de la recherche sur les femmes autistes et de la recherche menée par des femmes sur l'autisme, mais ça engage aussi ton chapitre 2, c'est-à-dire cette fameuse prévalence. En fait, il y a un sous-diagnostic féminin et tu expliques qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent s'expliquer scientifiquement, mais il y a aussi clairement ce biais ou cet enchevêtrement de biais concernant les femmes en général dans nos sociétés. J'ai encore peut-être 2-3 petites questions, puis après je laisserai la parole aux autres. Dans ton chapitre 3, qui s'intitule « Prémices des comportements sociaux », tu exposes l'état actuel des recherches sur les éventuelles spécificités féminines en matière de comportements sociaux, et tu montres que pour des raisons de cerveau, d'organisation cérébrale, il se pourrait que les filles et les femmes autistes aient plus que les garçons et les hommes autistes, certaines compétences sociales. Et puis dans ton chapitre 4, qui s'appelle « Des difficultés d'intégration au camouflage social », tu relativises, en fait, si j'ai bien compris, hein, l'idée d'une meilleure intégration sociale des filles et des femmes autistes, en soulignant le caractère souvent superficiel, enfin en surface de cette intégration, la fragilité des relations, le coût des stratégies nécessitées par cette intégration. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur de ce qu'on pourrait appeler le drame de l'autisme féminin? C'est-à-dire que toutes ces compétences, entre guillemets, est-ce qu'elles ne sont pas un cadeau empoisonné, dans la mesure où elles peuvent rendre l'autisme féminin encore moins visible et placer les personnes concernées dans une situation de double peine, voire de triple peine, c'est-à-dire les difficultés de l'autisme lui-même, plus le coût des mécanismes de compensation, plus une invisibilisation. Et cette question se prolonge quand on lit ton chapitre 5 sur les intérêts spécifiques, les stéréotypies, etc., qui met en évidence des intérêts spécifiques moins visibles chez les femmes, des stéréotypies moins visibles, et parfois, donc c'est invisibilisant aussi, alors que d'autres aspects potentiellement dangereux sont, eux, très présents sous cette apparence qui est lisse, entre guillemets, hein. Et puis, bon, ton chapitre 6 aussi
aspect cognitif et émotionnel qui me semble lui aussi montrer que l'adaptabilité des filles et des femmes autistes, notamment en matière de fonction exécutive, elle a un coût, elle se paie. Elle se paie, notamment en termes de régulation émotionnelle. Voilà. Donc, est-ce que ces chapitres-là, finalement 3, 4, 5 et 6, hein, au bout du compte, ils ne décrivent pas un drame social, notamment, qui est celui des femmes autistes et de leur invisibilisation, mais parce qu'elles ont justement des spécificités dans leur autisme par rapport aux garçons. Je ne sais pas si Mais je suis bien claire. si, si, tu es super clair et je te remercie parce que tu fais un résumé qui est parfait, quoi. Vraiment, c'est super. Merci beaucoup. Et oui, je crois qu'en fait, tu as raison parce que c'est vrai il y a, on va dire, un petit peu pour les détracteurs de l'autisme au féminin, certains détracteurs pourraient dire, bon, bah voilà, finalement, les filles, elles ont moins de soucis. Donc, voilà, il n'y a pas... Enfin, au final, pourquoi on s'intéresse à elles? Ou est-ce que c'est vraiment de l'autisme, etc. Alors qu'en fait, on voit bien que, oui, il y a moins de soucis en surface, qu'il y a en apparence, finalement, elles vont souvent mieux donner le change, mais qu'il y a des difficultés qui sont bien réelles et, et dont elles payent le coût, puisque comme elles sont, comme tu dis, invisibilisées et que voilà, bah, elles ne sont pas forcément accompagnées, etc. Et ben, du coup il y a des conséquences qui vont arriver tôt ou tard de cette compensation et de ces difficultés qui sont rencontrées et perpétuées tout au long de la vie. Donc oui, quand tu parles d'un peu du drame de l'autisme féminin, je vois bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que oui, on pourrait appeler peut-être ça comme ça, et qu'il y a effectivement une, euh, une double peine finalement. Ouais, Et ouais. un double. Et ce drame, ça se prolonge aussi dans ton chapitre 7, être femme et autiste, qui passe en revue un certain nombre d'aspects et aussi de caps dans la vie d'une femme autiste, dans le corps, dans la vie du corps aussi d'une femme autiste. Ça se prolonge aussi. Bon, de nombreux événements de ma vie me sont revenus en lisant ce chapitre 7, et je pense que je suis loin d'être la seule. Et j'ai repensé notamment à ce psychiatre qui était le premier que j'avais rencontré après mon diagnostic par une psychologue spécialiste de l'autisme. Lui ne l'était pas, mais il était spécialiste de tout, et puis enfin, certain de l'être. Et il m'avait dit, mais non, vous n'êtes pas autiste, parce que si vous étiez autiste, vous n'auriez pas d'enfant. Voilà. Oui. Il y a cette idée que si vous êtes femme, vous n'êtes pas autiste. Si vous êtes autiste, vous n'êtes pas une femme. Et puis, si vous êtes vraiment les deux, ben, taisez-vous, quoi. Taisez-vous, débrouillez-vous. Et ce chapitre 7, il est poignant là-dessus, parce que la plupart beaucoup de points que tu soulèves concernent en fait aussi les garçons et les hommes autistes, hein. Un accompagnement spécifique nécessaire par rapport au changement du corps, à l'adolescence par exemple, la diversité de genre et d'orientation sexuelle, les défis particuliers de la relation de couple, de la parentalité, etc. Mais il y a systématiquement quelque chose qui apparaît comme particulièrement dramatique et mal pris en charge, surtout du côté des femmes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que la société et le système de santé peut-être aussi pourraient faire en France et ailleurs pour que la situation s'améliore? Ce n'est pas forcément une question que je te pose à toi, parce que tu n'as peut-être pas la réponse, mais c'est la question qui ressort de ton livre. Et j'en profite au passage pour souligner le fait, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, que ce livre d'Adeline, c'est aussi tout simplement un excellent livre sur l'autisme et qui fait le point d'une manière limpide sur ce que c'est que l'autisme, sur un certain nombre de polémiques, de choses pas claires, etc. Donc moi, je le conseillerais quand on me demandera un bon livre sur l'autisme, je le conseillerais, lui, plus que certains autres, hein, parce qu'il y a de l'autisme en général, hein, et pas seulement de l'autisme féminin. Est-ce que, pour terminer mes questions, après je vous laisse la parole, est-ce que l'écriture de ce livre a fait évoluer ta vision de l'autisme en général, de l'autisme féminin, de ton propre autisme, de Euh, toi-même?
De l'autisme au féminin, alors je ne sais pas si c'est que mon livre ou si c'est aussi l'évolution de mes travaux de recherche, de discussion avec d'autres chercheurs, etc. Mais oui, je pense qu'il y a des choses qui évoluent, comme par exemple, je ne voulais pas appeler mon livre Autisme au féminin au départ, parce que je pensais qu'il y avait, enfin, qu'il n'y avait pas d'autisme au féminin, qu'il y avait un autisme et puis il y avait des hommes et des femmes, mais pas d'autisme au féminin parce que pour moi, l'autisme, c'était pareil chez les hommes et les femmes, même si voilà, les femmes pouvaient peut-être mieux compenser, etc. Et au final, de ce que je me rends compte avec mes recherches, notamment, c'est qu'il y a quand même des différences, même qu'on va retrouver, voilà, comme tu le disais au départ, que je décris un peu dans les premiers chapitres, mais je n'ai pas forcément décrit beaucoup de mes dernières recherches là-dedans, mais qu'on retrouve au niveau cérébral. Moi, j'ai travaillé avec de l'électroencéphalographie et sur la réponse cérébrale lors du traitement des visages. Et on voit très clairement une réponse cérébrale qui est différente entre les hommes et les femmes autistes. Et donc, on a vraiment des explications électrophysiologiques de certaines différences qu'on peut retrouver aussi au niveau comportemental. Mais pour autant, les femmes autistes ne sont pas comme les personnes non autistes. Donc, il y a vraiment un profil des fois intermédiaire. Et du coup, je me suis dit, donc, c'est au départ... alors au départ, moi, je voulais l'appeler Regard croisé. Puis bon, l'éditeur n'était pas vraiment chaud. Et puis en fait, on a discuté. Et finalement, j'ai trouvé ça approprié de l'appeler autisme au féminin parce que je pense qu'il y a quand même effectivement un autisme féminin. Et même s'il peut y avoir des évolutions par rapport à l'évolution, c'est vrai que c'est aussi l'ouverture un petit peu de la fin. C'est que nos connaissances, elles sont en constante évolution. Donc, inévitablement, peut-être que dans quelques années, ma vision, ma pensée sera différente au sujet de l'autisme, au sujet de l'autisme féminin, peut-être la vôtre aussi. Hein. Et donc, oui, il y a inévitablement des évolutions qui vont se faire en fonction de l'avancée de nos connaissances. Donc voilà, donc est-ce que ça a évolué entre... Je pense qu'en tout cas, oui, il y a des choses qui ont évolué, même si je, je garde quand même toujours un peu une même ligne directrice. Il y a des choses que peut-être que j'osais moins affirmer avant et que j'ai essayé d'un peu plus affirmer avec ce livre, notamment le doute, parce que des fois... Des fois, j'avais l'impression aussi que dans les groupes Facebook auxquels je participais, il y avait beaucoup de certitudes sur l'autisme, alors que je trouve qu'on voilà, on devrait avoir aussi un peu d'humilité et de voir que euh, toutes les personnes autistes peuvent être différentes, voilà, qu'on a aussi un manque qu'on est qu'au début de nos connaissances, je pense qu'il y a plein de choses qui vont évoluer encore à ce niveau-là. Tu le dis avec beaucoup de clarté, de sincérité, d'humilité aussi, en différents points de ton livre et notamment vers la fin. Et c'est ça qui, à mon avis, rend ce livre très important aussi, c'est qu'il dit, il dit qu'il est un état de la recherche sur l'autisme féminin à un moment donné. Mais c'est un état qui est très complet, qui est très riche et qui répond quand même d'une manière extrêmement claire à cette question. Y a-t-il des spécificités féminines de l'autisme ? C'est une question à laquelle toutes sortes de réponses délirantes sont régulièrement apportées, des réponses non scientifiques, des réponses biaisées de tous les côtés, politiques, idéologiques, etc. Et bon, ce livre y répond, et il y a notamment, page 239, une synthèse des spécificités pouvant être retrouvées chez les femmes autistes, synthèse qui, à mon avis, est un document très important. Voilà. Donc, Merci vraiment, Hélène. Ça me touche beaucoup tout ce que tu dis, vraiment. C'est très gentil. merci à toi. Je pense que c'est vraiment un ouvrage qui fera date, qui va répondre à des besoins extrêmement variés parce qu'il est scientifique et en même temps, il se lit très bien. Et donc, il est à la portée de tout le monde. Et même le chapitre le plus scientifique, au sujet duquel tu prends des précautions en disant vous pouvez le sauter, etc. Mais en fait, lui aussi, il se lit vraiment très bien. Bon, tant mieux, parce que j'avais un peu peur. Effectivement, je ne voulais pas Non. effrayer.
trop les gens. Il n'y a vraiment pas, il y a vraiment rien d'effrayant dans ce livre. Moi, je le trouve au contraire très, très rassurant. C'est un livre qui soulage d'une certaine manière le lecteur, et pas seulement la lectrice d'ailleurs. Je pense que ce serait une grosse erreur de penser que c'est un livre pour les femmes, hein, pour les lectrices. J'espère bien qu'il y aura une prévalence égale beaucoup de lecteurs hommes. Alors, maintenant, on peut peut-être ouvrir l'espace des questions. Donc, vous pouvez vous poser vos questions de deux manières, soit en levant la main pour parler, pour intervenir oralement, avec ou sans caméra, soit dans le chat. Donc déjà, une question, Adeline, ton livre, on peut se le procurer où et à quel prix? Alors, moi, je dirais partout Oui, et à un prix modique. oui. Il coûte combien? 18 euros, une vingtaine 19 d'euros? euros, ouais. 19 euros, ouais. Voilà, ok. Bon, première question très concrète. Après, il y a David qui a levé la main. Vas-y, David, si tu veux. Alors bonjour Adeline, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Hélène d'avoir proposé ce café également. Je me posais de nombreuses questions au niveau de l'autisme au féminin, ayant eu un parcours assez similaire à vous deux, euh, et étant actuellement en parcours professionnel d'école. Et généralement, dans de nombreuses descriptions, pas forcément l'autisme, je me reconnais beaucoup dans les descriptions du genre féminin. Alors, je me pose la question, surtout en ayant lu Julie Dachet, je me suis reconnu par exemple beaucoup plus dans cette description, également dans celle de Tom Paul Grandin, que dans d'autres descriptions comme celle de Joseph Chovanec ou de Daniel Tammet, par exemple. Du coup, je me posais la question justement de ce genre, étant né homme à la naissance et me considérant comme non-binaire ou un genre. Et du coup, je me posais cette question, est-ce que c'est dû à ma non-binarité? Est-ce que c'est dû au fait que peut-être j'ai grandi dans un environnement presque exclusivement féminin? Mes parents ont divorcé, j'ai vécu avec ma mère, il y avait ma grand-mère, etc. Donc, j'ai suivi des filières scolaires où j'étais avec beaucoup de femmes aussi. Donc, est-ce que, parce que vous avez parlé aussi du fait qu'on voit clairement les différences au niveau d'un cerveau masculin et féminin au niveau de l'autisme. Donc, c'est vraiment, enfin, je ne sais pas si ma question est très, très claire, Si, mais si. je me demandais pourquoi je me reconnais beaucoup plus dans l'autisme au féminin que dans l'autisme au masculin. Si, la question, elle est très claire et merci parce que je trouve que c'est une question très intéressante et que plusieurs personnes se posent, enfin, où on m'a déjà posé ce genre de questions. Donc, je trouve super important d'y répondre. Et alors, en fait, c'est un peu déjà ce que j'explique au début du livre. C'est pas parce que on va parler d'autisme féminin ou masculin que toutes les femmes autistes correspondent à une description et toutes les hommes autistes correspondent à une autre description. En fait, l'autisme, c'est un spectre, puis il y a des hommes et des femmes, et ça se chevauche. C'est comme, je prends l'exemple avec la taille, en fait, je crois que c'est plutôt en fin de livre dont je parle de ça, mais que je parle de ça. Et c'est pareil pour la taille. En fait, en moyenne, les hommes sont plus grands que les femmes, mais c'est pas parce que un homme va être plus petit que c'est pas que c'est pas un homme ou etc. Enfin donc ça n'a rien à voir voilà avec on peut être homme et se reconnaître plus dans l'autisme féminin, on peut être femme et se reconnaître ou avoir un parcours plus typique de l'autisme masculin. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et après, par rapport donc à l'éducation, etc. Alors, je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai eu, j'ai été élevée beaucoup par ma mère parce que mon père est décédé quand j'étais jeune, mais j'avais sinon, voilà, plutôt des frères. J'ai fait plutôt des études dans des milieux au départ plutôt masculins, etc. Et ça n'empêche que je me reconnais plutôt quand même dans l'autisme féminin, même si à un moment donné, enfin,
par rapport, même si maintenant peut-être je me sens plus femme qu'avant, mais avant je ne me posais pas forcément la question de ça. Peut-être que j'aurais pu me considérer comme plutôt à genre, ou en tout cas je ne correspond pas forcément au stéréotype de genre pour autant. Donc ça, je pense que c'est encore une question un petit peu, enfin voilà, un petit peu à part le fait qu'il y a effectivement plus de personnes autistes qui peut-être ne soit sont à genre ou non-binaires, ou plutôt, il y en a beaucoup, je pense, qui s'en fichent aussi un petit peu de ces questions de genre. Enfin, c'est pas... ils considèrent les personnes pour les personnes qu'elles sont, et sans forcément prendre en compte le genre. Mais en tout cas, voilà, donc au niveau masculin, féminin, voilà, on peut être un peu plus l'un et un peu plus l'autre. Et par rapport aux différences cérébrales dont je parlais, voilà, c'est pareil. En fait, quand on fait des études, on va les retrouver en moyenne, mais ça ne veut pas dire que si on regarde une personne en particulier, on va forcément retrouver ce qu'on retrouve dans le groupe. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir, donc typiquement, il peut y avoir des personnes, des autistes femmes qui vont avoir une réponse cérébrale typique de l'autisme masculin ou vice-versa. Donc voilà, c'est variable. Mais les études, elles mettent en avant plutôt des différences qu'on retrouve en moyenne. Donc c'est pour ça qu'après, on peut être un homme et se retrouver dans l'autisme féminin, ou avoir un parcours typique de l'autisme féminin et vice-versa. Est-ce que j'ai bien répondu? Oui, plutôt, Alors, parce que c'est vrai que David, je me reconnaissais pas mal pareil, dans le masquage, etc. Enfin, j'ai pas un autisme qui est dit masculin, avec des passions qui sont très stéréotypées, et c'est des passions qui sont plus acceptables. Et du coup, c'est une des particularités aussi que l'on retrouvait dans l'autisme féminin. Pour ça aussi, je me posais la question. merci beaucoup, David. On va essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent poser des questions. Donc, merci à chacun de poser une question courte. Et on va essayer de faire des questions courtes, des réponses relativement courtes, pour donner la parole à plusieurs personnes d'ici 19 h. Caroline a levé la main. Personnellement, je peux me considérer parmi eux comme une privilégiée, parce que j'ai quand même été diagnostiquée à 4 ans, et même si j'en ai pris conscience seulement qu'à 12 ans, donc je me suis demandé, est-ce que vous aviez eu parmi vos jets d'études des femmes qui, à l'inverse, ont pu être diagnostiquées à un âge précoce, c'est-à-dire vers 3-4 ans, mais qui ont malgré tout connu un parcours qui ont connu un parcours du combattant, c'est-à-dire inclusion difficile à l'école, mais qui ont pu aller néanmoins jusqu'au baccalauréat et même jusqu'au master. Vous aviez ce genre de témoignage? Oui, alors j'en connais, j'en ai eu dans mes études, mais alors souvent le problème, c'est qu'il y a quelques années, le diagnostic n'était pas forcément toujours posé comme ça, mais j'ai eu par exemple une amie maintenant qui a participé aussi au livre, qui a eu un diagnostic très précocement, mais de dysharmonie psychotique à l'époque, où c'était clairement de l'autisme, mais elle n'a pas eu exactement le diagnostic d'autisme, parce que les psychiatres qu'elle a vus à l'époque n'avaient pas, enfin, ne posaient pas ce diagnostic. Et puis voilà, après, ça a été compliqué à l'école pour différentes choses, notamment au niveau de l'inclusion sociale, mais elle a été jusqu'au bac, elle a fait des études supérieures, et voilà, et maintenant elle a un travail en maroquinerie, enfin, dans un truc assez répétitif, mais qu'elle aime beaucoup, et voilà, donc ça peut arriver aussi, même si effectivement, je pense pas la grande majorité, même dans l'étude que je fais actuellement sur l'inclusion sociale et scolaire des enfants autistes, on voit qu'il y a une différence, et chez les enfants de 7-8 ans, il y a quand même une plus grande majorité de garçons qui est diagnostiqué, et le sexe ratio, il se réduit en fait avec l'âge, et c'est plus tard souvent que les jeunes filles sont diagnostiquées.
Maëva a levé la main. Maëva, tu veux poser ta question? Oui, du coup, déjà, je voudrais vous remercier. Je suis très honorée de pouvoir faire votre connaissance. Voilà, et puis du coup, j'ai pas vraiment de questions, mais en fait, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment la photo de votre la photo de couverture de votre œuvre. Je suis passionnée de photos et du coup, elle m'a interpellée. Je la trouve magnifique. Voilà. Et du coup, ben, je remercie Hélène aussi pour son, sa facilité d'expression fascinante et également à vous aussi. Hein. Voilà. Ben, Merci, merci Maëva. beaucoup, c'est vraiment super gentil, ça me touche beaucoup. Et la photo, je le transmettrai du coup à, au photographe qui est mon compagnon. Donc, j'ai quand même finalement réussi à avoir un compagnon et qui est passionné de photo aussi et qui a accepté de faire la photo de couverture. On a eu beaucoup de... C'était vraiment en dernière minute et finalement, voilà, on a réussi à... Enfin, il a réussi à en faire plusieurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais je lui transmettrai, c'est vraiment très gentil. Donc, merci à vous pour l'intervention. Merci, Maëva. De Cette photo est magnifique. Moi aussi, je suis entièrement d'accord sur ce choix de photo qui est vraiment très réussi. Ben, merci beaucoup. Une question ensuite de Coralie. Oui, bonjour Adeline, contente de te revoir. Moi j'ai une question parce que bon, j'ai pas encore lu ton livre, donc je m'excuse par avance si c'est mis dans le livre, il suffit de me le dire et de toute façon je pense l'acheter. Tu parles voilà, de ce qui est spécifique à l'autisme et par exemple dans le livre, comment elle s'appelle? Pas du lit d'HS, de l'autre, là, j'ai oublié le nom. Rudy Simon? Ouais, tu disais que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas forcément spécifiques à l'autisme. Alors moi, ce qui me pose problème dans cette histoire, c'est que jusque-là, j'ai réussi à lire nulle part une définition claire et avec les vrais traits distinctifs. Il y a de la musique. J'ai pas réussi à trouver voilà, une définition claire avec vraiment les traits distinctifs, vraiment propres au nœud de l'autisme, que ce soit au féminin et au masculin. On parle souvent seulement des troubles qui effectivement se retrouvent dans beaucoup d'autres contextes. Et si j'ai bien lu de ce que j'avais lu concernant Sukareva, elle disait pas le mot autiste, et il y avait plutôt les termes justement on retrouvait, enfin, les termes que j'avais eu moi dans mes primo-diagnostics de schizoïdie, schizotypie, enfin un peu ça, un peu plus tendance psychose. Et c'est vrai que moi, je vis toujours ce doute par rapport à mon diagnostic, non-consensus, etc. Et je retrouve voilà, ce qu'on appelle des traits spécifiques de l'autisme, entre guillemets, au féminin, finalement, dans vraiment beaucoup d'autres contextes. Et c'est vrai que du coup, quand je relis Sukareva, elle utilisait vraiment ces mots de schizoïdie et qui existent encore. Et du coup, je trouve que c'est très difficile à trancher. C'est peut-être rassurant d'avoir un diagnostic d'autisme, mais pour le coup, moi, j'ai pas encore lu une vraie définition qui met tout le monde d'accord sur les traits distinctifs propres à l'autisme. Donc, comment avoir consensus sur ce qui est spécifique à l'autisme? Merci Coralie. En tout cas, moi je suis contente de t'entendre aussi. Et du coup, c'est une très bonne question. Et bon, on en a déjà un peu parlé du coup ensemble, mais je pense que malheureusement, on n'a pas de bonne définition qui fait consensus. En fait, on a le DSM avec les groupes de symptômes, mais comme tu le dis très bien, ça peut correspondre finalement aussi à plein d'autres choses. Et on va voir, alors, c'est un chapitre que j'ai pas pu... Alors, il faut savoir qu'en fait, le livre devait être plus court. À la base, j'avais un nombre beaucoup plus réduit de signes et l'éditeur a accepté que j'en fasse beaucoup plus. Mais il y a un chapitre que j'aurais aimé ajouter et que je n'ai pas pu ajouter, c'est sur les comorbidités et le diagnostic différentiel parce que effectivement, il y a beaucoup de conditions diverses qui peuvent s'apparenter à l'autisme et puis surtout à l'âge adulte quand on a tout un tas de choses entremêlées, ça peut être vraiment compliqué de faire un diagnostic. Et
Et donc, par exemple, typiquement, tout ce qui est trauma, en fait, on a des personnes voilà, qui ont un stress post-traumatique et qui peuvent avoir des caractéristiques très proches de l'autisme. Et en même temps, on a des personnes autistes qui peuvent être plus sujettes à avoir des traumas. Donc, il y a toutes ces choses qui s'entremêlent et qui rendent, moi, personnellement, je n'aimerais pas être clinicien et devoir faire le diagnostic de personnes autistes parce que je pense que c'est vraiment très difficile. Et je pense que c'est aussi ça qui doit nous amener à avoir de l'humilité. Et c'est aussi ça qui est des fois difficile pour nous quand on a reçu un diagnostic à l'âge adulte, c'est que des fois, on a des moments de doute. Hein. Moi, je sais que toi, tu peux en avoir. Moi, je sais que j'en ai. Et je pense qu'on n'est pas les deux seules personnes autistes à avoir ces moments de doute par rapport à notre diagnostic. Et c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Après, si tu discutes de ça, par exemple, avec Laurent Motron, lui, il dira qu'il y a quand même des choses très caractéristiques de l'autisme, je pense, voilà, dans la pensée, même dans des comportements moteurs, ou etc., des choses qui se voient et qui font que c'est avec ça qu'on reconnaît l'autisme, et finalement pas avec les échelles. Et les échelles diagnostiques, elles ont quand même, je pense, un vrai intérêt, mais même les personnes qui ont écrit les échelles, hein, comme la DOS, la DI, elles indiquent, là, elles ont fait un article récemment en disant que les échelles, maintenant, c'est pris un peu des fois comme une mesure, hop, on a le seuil, on est autiste, mais on n'a pas le seuil, on n'est pas autiste, alors qu'en fait, elles disent, non, en fait, elles sont étalonnées pour effectivement avoir un repère, mais elles sont surtout là pour recueillir de l'information, mais ce n'est pas ça qui va donner le diagnostic. Mais bon, voilà, du coup, c'est compliqué cette question de définition. Je peux te donner voilà, la définition scientifique, les autres visions comme celle de Motron, mais ouais, j'ai pas, malheureusement, j'aimerais bien avoir cette réponse. Parce que moi, juste je complète, parce que moi j'ai pu discuter en vrai avec le professeur Laurent Motron, et moi ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que plutôt, dans la discussion qu'on avait eue, au lieu de parler plutôt de diagnostic différentiel concernant les femmes, surtout à haute intelligence, moi je me définis pas comme étant haut potentiel, très haut potentiel, parce que j'ai pas eu de diagnostic formel sur ça. En fait, il disait qu'en fait, par rapport à tous les diagnostics, par exemple, que j'avais eu, schizoïdie, psychotique, etc., les troubles alimentaires, tout, il disait qu'en fait, quand à un moment donné, on rencontre une femme qui a ça, en fait, en plus depuis petit, et que ça n'a pas aidé, que ça n'a pas expliqué, on va plus parler de chercher un diagnostic par exclusion, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ces diagnostics ont été posés, n'ont pas expliqué, n'ont pas amélioré les difficultés de la personne au féminin. Et du coup, c'est là qu'il est important que les professionnels, par exclusion, se posent la question d'un diagnostic qui n'avait pas été pensé, qui serait celui de l'autisme au féminin, avec effectivement certaines spécificités qui permettraient de faire un peu un nettoyage, c'est-à-dire de se dire on enlève tous les autres et là on voit ce qui reste en fait une fois qu'on a posé ça pour cette personne et qu'on peut l'accompagner dans ce cadre. Et ça m'avait plu en fait. De Oui, plutôt parler des... Ouais, vas-y. Oui, non, mais je pense que tu as raison, oui, que dans certains cas, effectivement, ça peut se poser comme ça et ça a du sens, en fait, de poser les choses comme ça. Et aussi, oui, juste pour revenir sur Sukavareva, non, effectivement, elle ne parlait pas d'autisme parce qu'il n'y avait pas le terme à l'époque. Elle parlait des fois, du coup, de comportement autistique, mais même si elle parlait de termes, je crois que c'est les schizopathies, non, les psychopathies schizoïdes dans l'enfance, je crois que c'est ça le terme Et elle disait qu'elle distinguait quand même cela de la schizophrénie parce qu'il y avait une évolution qui était quand même positive et pas une détérioration, etc. Enfin, c'est assez différent de ce qu'on retrouvait voilà, dans d'autres schizoïdies, on va dire. Ouais.
Ce qui est intéressant dans toutes ces catégories-là, c'est qu'elles ont fini par se mêler dans les diagnostics, parfois de manière complètement délirante, parfois de manière très acrobatique, jusqu'à l'époque actuelle. Et moi, j'ai eu un premier diagnostic, c'était, vous avez un haut potentiel intellectuel, un léger syndrome d'Asperger, une schizoïdie et vous êtes borderline. J'avais une psychologue qui m'avait mis les 4 à la fois. Donc là, c'était un feu d'artifice. Cela dit, c'est la première personne qui a prononcé l'expression syndrome d'Asperger devant moi. Et donc, voilà, c'était le combo gagnant. Mais pour le coup, elle avait raison quand même pour le syndrome d'Asperger. Mais en fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre discussion, toutes les deux. Et je pense que c'est la notion de spectre qui répond, ou qui plutôt ne répond pas en fait à tout ça. C'est qu'effectivement, les signes du TSA et de plein d'autres choses se ressemblent, se recoupent. S'ajoute à ça le grand nombre de personnes qui ont des profils très complexes avec non pas une chose, mais plusieurs. Voilà, donc autisme, TDAH et HPI, etc. Il y a des ressemblances entre tout ça, d'où la nécessité du diagnostic différentiel. Et on avait fait il y a quelques mois, l'an dernier, une conférence là-dessus au pôle autisme, une conférence d'Hélène Vulser, qui est médecin, psychiatre à la Pitié-Salpêtrière et qui a une unité de diagnostic, justement. Et c'était une conférence sur le diagnostic d'autisme à l'âge adulte et sur notamment toutes ces difficultés liées au fait qu'on a souvent plusieurs choses, que les choses se ressemblent, et liées aussi au fait, ça rejoint ce que tu disais, Coralie, sur le diagnostic par exclusion. Souvent, avant d'exclure un truc, la personne a été soignée pour ça et a pris des médicaments pour ça pendant des années. Et ça a gommé, mélangé tous les symptômes, ajouté de nouveaux symptômes, etc. Et Hélène Vulser disait que pour l'un de ses patients, le patient était arrivé, il avait 10 ou 12 médicaments différents. Je ne sais plus si c'était 10 ou 12, mais c'était l'un des deux. Mais en fait, ils avaient dû commencer par le sevrer, par arrêter au fond tous ces traitements et par éliminer les unes après les autres, les uns après les autres, tous les diagnostics successifs ou simultanés pour lesquels il avait été soigné et médicamenté, pardon pour ce mot. Mais voilà, le problème du diagnostic par élimination ou par exclusion, c'est que parfois, il s'étend sur des années et qu'il détruit complètement les gens. C'est voilà, bon, c'est un petite parenthèse au passage. Mais voilà, effectivement, si le truc marche pas, si le lithium marche pas, si le truc pour la bipolarité marche pas, bah, c'est qu'on n'est sans doute pas bipolaire, sauf que parfois on a perdu 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est l'un des grands problèmes de l'autisme, notamment en France actuellement. Avec la complexité aussi que des fois, ça ne marche pas même avec des personnes vraiment bipolaires parce que il y a des personnes qui sont résistantes à plein de choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué et il y a effectivement des personnes qui ont une perte de chance énorme du fait que voilà, elles sont soignées entre guillemets pour des troubles qu'elles n'ont pas quoi et elles n'ont pas le bon diagnostic quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je ne vois pas de main levée, je ne vois plus de questions dans le chat. Ah oui, sur les explorations encéphalographiques dont tu parlais, Adeline, est-ce que c'est Clotilde qui te demande si on peut les retrouver dans ton livre Non, alors ça, je n'ai pas encore, j'en avais pas parlé dans le livre, il y avait beaucoup de choses à parler dont il fallait parler, et ça, j'en ai pas encore parlé dans mon livre, parce que c'est un article que je n'ai pas encore publié, que je suis en train d'essayer de publier. Donc, je vais en parler, je pense, enfin, j'en ai déjà parlé en conférence ou quoi, mais je vais essayer de publier cet article et je vais ensuite envoyer un petit bilan aux personnes qui ont participé, mais en général, je partage aussi le bilan des fois sur ma page Facebook Autisme Regard Croisé, où je fais une synthèse de l'étude, on va dire, sur une page que j'essaie de rendre accessible un peu à tous, quoi. Donc Clotilde aimerait savoir comment on peut savoir quand il paraîtra cet article.
Oui, alors ça, je pense que peut-être que j'en parlerai sur Facebook ou sinon peut-être sur Twitter. Et voilà. Mais en général, oui, je fais une petite synthèse sur Facebook. Mais c'est pas avant longtemps parce que je ne l'ai pas encore soumis. Je devrais le soumettre bientôt. Et puis après, il y a tout un long processus voilà, de révision, de retour, de refus, de chercher des autres vues. Donc, enfin, c'est compliqué. Alors moi, j'ai Ma page Facebook, j'ai cru apercevoir ça, c'est Autisme Regard Croisé, ça s'appelle. autisme au singulier, regard croisé au pluriel. Vous pouviez le deviner vous-même, mais est-ce que Pascal te demande si ce serait ça les biomarqueurs de l'autisme, ces différences encéphalographiques? C'est très compliqué parce que malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait, voilà, par exemple, une différence entre personnes autistes et non autistes, des différences entre hommes et femmes, mais encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve en moyenne, mais pas si je fais passer un EEG à une personne autiste ou si je fais passer une IRM à une personne autiste, je ne vais pas forcément retrouver les différences spécifiques voilà, qu'on retrouve dans tout le groupe, donc, parce que chaque personne est différente. Donc, on va retrouver des différences en moyenne, et puis selon les études, ce n'est pas les mêmes différences qui sont retrouvées, parce que je pense que voilà, on a un spectre de l'autisme avec une hétérogénéité, et moi, en fait, pour vous avouer quelque chose, dans la suite de mes recherches, j'aimerais beaucoup travailler justement sur cette hétérogénéité, essayer de mieux la comprendre. On a des méthodes maintenant qui nous permettent de faire un petit peu ce qu'on appelle du clustering, donc du groupement en fonction de certaines caractéristiques communes. Et je pense que ça pourrait nous permettre de mieux comprendre certains sous-groupes de l'autisme, mais pas Kanner, Asperger, etc. Je pense qu'il y a d'autres types de sous-groupes. Je ne sais pas si on arrivera vraiment à les trouver ou quoi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle beaucoup et sur lequel j'aimerais bien travailler. Alors, excusez-moi, hein, la sonnerie de téléphone, c'est moi, c'est mon enfant, c'est mon ado qui essaie de m'appeler et mon iPhone se connecte sur l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi. Pardon. Je demande aussi le chapitre fantôme. Ton chapitre fantôme intéresse les personnes qui sont là et donc… Mon chapitre fantôme, c'est quoi? C'est le chapitre dont tu parlais tout à l'heure, dont tu disais que tu n'as pas pu l'écrire. Sur les comorbidités? Oui, voilà. C'est ça. Je ne l'ai pas écrit du coup, mais Bon, bah, tu es prié de l'écrire et de le partager, en fait, concrètement. Voilà. j'aimerais, honnêtement, je m'étais presque dit et d'ailleurs c'est ce que je dis un peu dans le livre, c'est qu'il faudrait presque un livre complet pour en parler sur les comorbidités et le diagnostic différentiel. Mais je pense qu'il faudrait un clinicien qui l'écrive avec moi parce que moi, je n'ai pas toute la partie clinique, mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et du coup, je pense que là, je n'aurai pas le temps de l'écrire. Il faut que je me concentre sur mes travaux de recherche parce que j'aimerais bien essayer un jour d'avoir un poste. Donc voilà. J'aimerais te demander, moi, quel est le rapport entre ta thèse et ton livre? Quel rapport tu établis, toi, scientifiquement, mais aussi peut-être personnellement, et quel a été le rapport entre ces deux travaux dans les années où ça s'est surimposé, si je comprends bien, au moins partiellement? Comment tu as vécu ça et quelle relation tu établis entre les deux? Ces deux types de travail différents, mais avec des grands points communs aussi. Je pense que le livre, c'est vraiment une approche beaucoup plus globale de tout l'état des connaissances sur les femmes autistes, et c'est vraiment quelque chose, enfin, sur lequel je travaillais, enfin, ou en tout cas sur lequel je récoltais des données depuis longtemps et que j'avais vraiment envie de mettre à plat et de pouvoir partager aussi, parce que voilà, des fois je voyais des choses pas toujours exactes sur un sujet, puis ça m'énervait, puis je répondais, puis je me disais, mais il faudrait que je puisse avoir un truc pour répondre, et voilà, le livre, ça pourrait être la réponse maintenant. Et la thèse, au départ, ce qui est intéressant, c'est que sur la thèse, au départ, elle ne devait pas être sur les femmes autistes vraiment, mais c'est moi qui ai insisté un petit peu auprès de mes directeurs pour dire oui, mais moi, je veux
étudier aussi les différences liées au sexe, ça me semble important parce qu'il y a des différences. Et là, on ne sait pas sur quoi je travaille parce qu'il n'y a pas eu d'études sur le sujet. Mais je veux qu'on le fasse. Puis au départ, ils étaient, ah oui, mais t'es sûr, ça rajoute des facteurs, donc ça complexifie certains trucs. Et puis au final, maintenant, là, j'ai fini ma thèse, mais au final, déjà, mes directeurs m'ont remercié lors de ma soutenance d'avoir été un petit peu persévérante, insistante de vouloir travailler là-dessus, parce qu'en fait, il y a des résultats qui sont intéressants, et même s'ils étaient un peu sceptiques au début, ils sont complètement convaincus maintenant. Et il y a même des articles où voilà, ils me disent de réorienter totalement l'article par rapport à ça, alors que ce n'était pas au départ l'approche. Et en fait, sur ma thèse, finalement, c'est un petit sujet très précis sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans qui pourrait s'intégrer au livre, mais qui est un mini îlot par rapport à tout le reste de ce qu'on trouve dans le livre, quoi. Donc voilà. Ta réponse. Donc, Clotilde veut lire toutes tes œuvres. Elle veut lire tes œuvres complètes. Elle veut lire aussi. Donc, la thèse, elle doit être quelque part à la bibliothèque de l'Université de Grenoble. Elle n'y est pas encore. Alors, parce que justement, dedans, j'ai des articles qui ne sont pas encore parus, donc elle est sous embargo. Mais je peux si on m'envoie un mail, je peux partager le lien sur demande et vous pouvez la lire personnellement. Tu nous laisserais ton mail peut-être? Je t'écris dans le chat mon mail. Super. Voilà, la soutenance de la thèse d'Adeline, elle a eu lieu. Adeline est déjà docteur. Là, elle est en post-doc. Je réponds à Caroline au passage. Elle est en ligne, ma soutenance aussi, mais alors elle est très inaudible. Oui, j'avais commencé à l'écouter un petit peu. Effectivement, mon cerveau triant mal les bruits, j'avais... Si j'avais su, en plus j'avais fait venir exprès un technicien de l'UGA pour que ce soit bien enregistré. Et si j'avais su, je me serais débrouillée toute seule parce que ça a été horrible. C'est parfois comme ça, effectivement. Et on croit que ça va être mieux et c'est pire. Ouais, je suis vraiment déçue, mais bon. Et avec la personne qui fait du machine learning, oui, ça m'intéresse. C'est un peu, faudrait que je me mette à ça parce que pour certaines données, effectivement, on a besoin de ça, mais justement pour étudier l'hétérogénéité. Je répondais à Anthony. Très bien, très très bien. On va peut-être bientôt clore la séance. Donc, Coralie, je vois que tu as la main levée. Si tu veux poser une dernière question courte, appelant une réponse courte. Oui, c'est rapide. C'est comme tu dis que voilà, tu n'es pas clinicienne, etc. Ma question, c'est comment on peut faire de la recherche sans travailler avec des cliniciens? Tu travailles forcément avec certaines données qui remontent de la clinique. Oui, je travaille justement avec des cliniciens. Enfin, je travaille avec des fois les centres experts, etc. Et en fait, moi, je me base pour certaines données, quand je peux, je récupère les scores d'ADI, d'ADOS, etc. Après, officiellement, je pourrais dire que je suis clinicienne parce que j'ai mon titre de psychologue, mais moi, voilà, je ne le suis pas parce que je n'ai jamais exercé et que je n'ai pas cette expertise-là. Mais oui, forcément, quand on fait de la recherche avec les personnes autistes, on va travailler avec des personnes qui font aussi un peu plus de clinique. Donc, je voyais Caroline qui posait une question sur l'épilepsie. J'en parle pas trop justement de l'épilepsie. Après, c'est vrai que c'est souvent plus fréquent dans l'autisme, et je crois plus chez les femmes aussi. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai parlé dans le livre, et donc voilà. Dans l'état de mes connaissances, qui est évidemment presque nul à côté du tien, mais l'épilepsie ne me semble pas être souvent classifiée comme étant une comorbidité de l'autisme. Il y a des rencontres entre les deux, mais quand on cite les principales comorbidités de l'autisme, c'est pas ça qui vient en premier. Mais il y a apparemment des points de rencontre possibles entre les deux. Donc, oui, on le retrouve souvent quand même, mais dans les dernières méta-analyses que j'ai vues, ce n'était pas non plus effectivement si présent que ça. Mais, ouais. Tu as une question peut-être de David, ultimissime et très courte. Alors, question. Oui, très courte si tu as le temps d'y répondre. Oui, bien sûr.
je m'interroge depuis peu, suite à une question d'une amie, entre le lien entre TDA et autisme, et il semblerait que par rapport au niveau des difficultés enfin, verbales, en tout cas, enfin, la compréhension de l'implicite, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dissocier les deux. Et souvent enfin, voilà. Est-ce que vous avez fait des recherches dessus et... J'ai pas fait de recherche là-dessus. Après, il me semble que dans le TDAH, enfin, il y a, voilà, c'est quand même majoritairement des problèmes d'attention, d'hyperactivité, etc., tout ce qu'on connaît. Après, il y a des points de recoupement entre TDAH et autisme, que ce soit effectivement au niveau génétique, au niveau de certaines caractéristiques. Après, je me demande aussi si dans certains cas, il n'y a pas une confusion entre un autisme qui serait associé à un TDAH avec juste l'autisme, dans lequel on retrouve de toute façon des troubles des fonctions exécutives. Hein. Par exemple, moi, je n'ai pas de TDAH, mais j'ai des gros problèmes au niveau des fonctions exécutives, qui fait que ben, voilà, j'oublie tout partout. Enfin, c'est vraiment... très compliqué, même pour l'organisation, pour certaines choses, voilà, mais qui sont, je pense, qui ne relèvent pas forcément d'un TDAH, mais plus des troubles des fonctions exécutives. Mais là, bon, c'est aussi un sujet complexe. Il y a des points de recoupement. Coralie aussi, je pense, pourrait en parler, comme des fois, enfin, elle a été un petit peu ballottée entre certaines choses. Mais donc, voilà, non, après, je sais qu'il peut y avoir... Ouais, j'ai pas lu énormément sur le TDAH et sur la compréhension de l'implicite dans le TDAH, typiquement. Donc, je peux pas dire plus que Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup, Adeline. Merci à tous. Je vais devoir clore le café. Le format du café Asperger, c'est 1h30 et ça permet déjà de dire pas mal de choses. Et moi, je suis ravie de la discussion de ce soir et je vous remercie tous et surtout, Adeline, pour ta présence, pour le temps que tu nous as consacré, pour la clarté de tes réponses et pour ce livre qui est un livre profondément utile. Et qui est déjà en train de devenir un ouvrage de référence sur la question qu'il aborde, et même d'ailleurs, au-delà de cette question, un très bon outil pour mieux connaître l'autisme en général. Donc vraiment, un grand merci pour ce travail, pour tes travaux en général, pour ta participation de ce soir. Désolée, Chewbacca n'est pas là. Chewbacca, c'est la mascotte du Café Asperger, mais il est resté à la maison. Oh, c'est quoi ce bazar? Désolée, il n'est pas venu avec moi au GEM. 4 Et fois. désolée pour le... 4 fois Oui, qu'il je ne vient sais, pas. à la 5e, je vais être punie.